chers membres de la coordination du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi, chers alumni et boursiers actuels, distingués invités, bonsoir. Mes salutations vont également à l'endroit de tout autre auditeur qui nous suit à distance ou sur le territoire béninois. Particulièrement M. Yann Emmanuel Miassi, à qui je souhaite la bienvenue sur cette émission. Je suis Dorcas Olayemi Asogba et c'est un réel plaisir de vous avoir comme invité ce soir en vue d'échanger sur le sujet. Pour rappel, le sujet a trait à comment préparer son projet d'études à l'étranger. Monsieur Yann Miassi, nous attendons avec impatience votre entrée. Bonsoir Madame Dorcas, je salue toute l'Assemblée. Puis je profite de l'occasion pour donc dire que c'est un réel plaisir, mais également un honneur pour moi d'être ici ce soir avec vous, histoire de partager de mon expérience. Merci beaucoup. Monsieur Yann, merci à vous pour votre disponibilité. Le décor étant planté, nous passerons à la suite des activités. Nous assistons de plus en plus à un désir croissant de la jeunesse pour étudier à l'étranger. Mais très peu réussissent à réaliser ce rêve pour de multiples raisons. Soit un défaut de bonnes informations, soit des sources qui malheureusement à la longue se révèlent peu fiables. Pour maximiser les chances de réussite des différents étudiants, nous avons invité un expert, M. Yann Emmanuel Miassi, pour un partage d'échanges sur le sujet « Comment réussir son projet d'études à l'étranger ». Monsieur Yann Miassi est un agroéconomiste spécialisé en études d'impact et en gestion des exploitations agricoles. Il est actuellement en marge pour achever 2 doctorats, dont un en économie agricole à l'université de Çukurova en Turquie et un second en économie forestière et développement communautaire à l'université Laval au Canada. J'espère avoir été fidèle sur la présentation de votre personne, mais je vous invite à nous donner plus de lumière sur votre personne. Alors, merci Madame Dorcas pour la présentation. Je ne saurais encore mieux la faire. Donc moi c'est Yann Emmanuel Miassi, je suis chercheur et agroéconomiste de formation, affilié à différents centres de recherche. Je suis sur le point d'achever, un peu comme le disait Madame Dorcas, 2 doctorats, dont principalement le premier à l'université de Çukurova en Turquie, puis un second à l'université Laval en foresterie, principalement en économie forestière puis développement communautaire. Merci pour la présentation. Monsieur Yann, vous êtes, de par votre parcours, un expérimenté en projet d'études à l'étranger. Dites-nous ce que l'on doit comprendre par projet d'études. Alors, la notion, donc, le concept de projet d'études est vraiment pertinent. Il est important de savoir ce dont il s'agit, surtout que c'est un concept clé de la thématique qui est abordée ce soir. Alors, qu'entendons-nous par projet d'études? Le projet d'études, c'est un ensemble de lignes directives que nous décidons donc de suivre afin de réussir notre parcours sur le plan académique et bien évidemment ceci dans l'optique d'atteindre les objectifs que nous nous fixons sur le plan professionnel. Merci à vous, Monsieur Yann. Nous pouvons retenir par projet d'études et un ensemble de lignes directives que nous décidons de suivre pour atteindre nos objectifs. Dites-nous, y a-t-il un profil idéal ou les critères généraux pour obtenir une bourse d'études dans une université en Europe, en Asie ou encore en Amérique? Alors, en parlant de critères, il est important de noter que ces différents critères-là sont généralement fixés ou définis par la structure d'octroi de bourse elle-même. Donc, c'est l'entité qui indique donc quels sont les différents critères d'éligibilité. Toutefois, il y a certains critères qui sont communs à tous les appels à candidature.
Donc, l'un des critères, déjà, c'est qu'il faut avoir de très bons résultats scolaires. Alors, vous êtes d'accord avec moi que celui qui finit major de promotion avec peut-être 16 ou 17 de moyenne a beaucoup plus de chances, je dirais, si je peux le dire ainsi, d'obtenir une bourse d'études comparé à un autre étudiant qui a terminé avec une note de 11 ou de 12. Donc, ce qui fait donc de l'excellence sur le point académique un critère vraiment, vraiment, vraiment important. En plus de ça, l'autre critère qui peut être demandé, c'est possible qu'on demande d'avoir une petite expérience sur le plan professionnel ou en matière de recherche. Alors, si vous voulez vous lancer dans une carrière où votre plan est de travailler en entreprise, là, on peut peut-être vous demander de fournir quelques attestations de stage ou un document qui atteste donc que vous avez travaillé quelque part. Ça peut être une attestation de bonne fin d'exécution, etc. Si c'est sur le plan de la recherche, on peut vous demander de fournir, par exemple, ce que vous avez eu à rédiger comme document scientifique et autres. L'autre critère, bien que rare, mais applicable dans certains cas, c'est le critère de l'âge. Alors, dépendamment du niveau pour lequel vous appliquez, il y a parfois, pas toujours, mais parfois une limite d'âge qui est fixée, imposée. Alors, elle varie, hein, cette limite-là varie d'une institution, d'une organisation du moins à l'autre. Donc on peut par exemple, c'est juste un exemple que je donne, demander à ceux qui postulent pour un programme de doctorat de ne pas avoir plus de 35 ans ou encore de demander à ceux qui postulent pour un programme de maîtrise que ces derniers doivent avoir un âge inférieur à 25 ans ou 28 ans. C'est juste un exemple, ce n'est pas standard. Tout ça, ça dépend du programme. Donc c'est juste pour souligner les différents critères. Merci à vous pour votre réponse. Et comme réponse à la question critères généraux pour obtenir une bourse d'études dans une université à l'étranger, nous pouvons retenir que il est très important d'avoir déjà une très bonne moyenne en classe au cours de son cursus académique. Il faut également avoir une expérience professionnelle qui démontre votre savoir-faire sur le terrain. C'est très important. Et en ce qui concerne nos chercheurs, il est important qu'ils aient déjà et à l'avance rédigé un document scientifique pour preuve de leur passion concernant la recherche. Et il peut avoir également une limite d'âge. Merci à vous, Monsieur Yann, pour votre réponse. Chers auditeurs, j'espère que vous êtes toujours avec nous et merci d'être toujours là. Et je tiens à vous notifier que à la fin, il y aura un sondage qui sera lancé pour recenser tous ceux qui nous auraient suivis. Et il y a également une petite surprise pour vous à la fin. Donc, restez connectés. Alors, Monsieur Yann, quels sont les sites et lieux et de quelle manière doit-on procéder pour saisir les opportunités de bourse d'études à l'étranger? Alors, l'une des astuces les plus simples et les plus faciles à réaliser est donc la recherche sur le moteur de recherche Google. Ça, elle est vraiment banal, mais je peux vous assurer que je l'ai essayé, je l'ai conseillé également à d'autres collègues et puis ça a porté ses fruits. Alors, supposons que vous décidiez de postuler ou d'avoir une bourse d'études qui vous permettra d'étudier en génie civil à l'étranger. Donc, vous pouvez directement aller sur Google, puis taper bourse d'études niveau, si c'est la maîtrise par exemple, niveau maîtrise ou niveau master en génie civil. Puis vous verrez que s'affichera devant vous plusieurs plateformes sur lesquelles se font des synthèses. Donc, ils font des synthèses. Vous aurez donc plusieurs liens d'accès à différentes bourses d'études. Puis, lorsque vous avez cette liste-là, moi, je vous conseillerais de créer un fichier Excel. Vous créez un fichier Excel, puis dans le fichier Excel, vous aurez donc plusieurs colonnes. Donc, au niveau des colonnes, vous avez une numérotation que vous faites. Vous avez une autre pour indiquer le pays de destination, vous avez une autre pour les critères d'éligibilité, vous avez une autre pour le deadline, pour la soumission de vos dossiers, puis à la fin, vous allez donc copier, puis coller le lien d'accès de la page en question. Donc, vous faites l'exercice de façon répétitive sur plusieurs plateformes,
Puis, à la fin, vous pourrez donc faire un tri. Là, c'est la première astuce que je partage avec vous. La deuxième astuce, et celle que j'ai également expérimentée, c'est de faire un tour dans la mesure du possible au niveau des différentes ambassades que compte notre pays. La plupart se retrouvent proches de l'arrêt Vive ou de l'hypermarché Erevan. Ils sont concentrés, je dirais, dans ces zones-là. Donc, qu'est-ce que moi j'avais eu l'habitude de faire? Nous sommes dans un contexte de partage d'expérience. Je m'étais renseigné, j'avais déjà fait un premier tour pour me renseigner un peu dans quelle période, je dirais, se publient généralement les appels d'offres à candidature. Donc, une fois que j'avais déjà eu les différents intervalles de temps, j'organisais moi-même périodiquement de petites tournées au niveau de ces différentes ambassades-là, bien sûr, sans harceler, sans déranger, parce qu'il y a un service d'accueil, parfois il y a des panneaux d'affichage là. Donc, j'y vais tout simplement, j'essaye de voir est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau. Puis, à chaque fois, je peux choisir le jeudi ou le vendredi d'une semaine, je fais le tour. Donc, vous avez là déjà l'ambassade de la Chine, vous avez celle du Brésil, vous avez celle de la Turquie, vous avez pas mal d'ambassades. Donc, je faisais périodiquement le tour là. L'autre point également, ou l'autre entité que vous pouvez également visiter, c'est la DBSU, qui a également son tableau d'affichage, si bien évidemment ça n'a pas changé, parce que ça fait un moment que je n'y ai pas mis les pieds. Donc, à l'époque, quand même, il y avait un tableau d'affichage. Sur ce tableau-là s'affichait par moment des opportunités de bourse. Donc, j'essayais également de voir. Et pour que ça puisse aller vite, ce que moi je conseille, que je faisais d'ailleurs, c'est de prendre tout simplement des photos du tableau d'affichage. Là, ça vous permet de voir un peu qu'est-ce qu'il y avait la semaine passée qu'il n'y a pas cette semaine. Et une fois à la maison, vous faites le tri, puis vous mettez encore à jour votre fichier Excel. Là, ça fait que vous montez vous-même votre propre base de données et c'est en partant de cette base de données-là maintenant que vous pourrez faire un tri sélectif. Et bien évidemment, afin de maximiser les chances, vous pouvez postuler à tout ce que vous voyez comme appel à candidature, puis à la fin, vous ferez vous-même votre choix. Chers auditeurs, une fois encore, Google frappe très fort et en prouvant qu'il est vraiment bien sûr notre meilleur ami. Donc, et pour nos différents sites de recherche de bourse ou opportunités de bourse à l'étranger, nous pouvons consulter Google qui nous propose plusieurs plateformes et ensuite créer un fichier Excel pour résumer tout le nécessaire sur une offre de bourse. Il faut également faire un tour dans les différentes ambassades qui se trouvent au Bénin pour consulter le tableau d'affichage. Donc, n'oubliez pas, Google est notre meilleur ami. Cher Monsieur Yann, merci pour votre partage d'expérience. Et dites-nous, y a-t-il une stratégie pour faire le bon choix des universités? Le filtre appliqué pour le choix des universités est généralement personnel ou du moins je dirais propre à chaque individu, chaque candidat. Donc certains peuvent partir donc du principe de moi je veux étudier dans un pays d'Europe, je veux étudier dans un pays d'Asie ou encore je veux étudier donc dans une université, l'une des meilleures universités en sciences de la médecine, en sciences agronomiques, etc. Donc pour revenir sur la question, si l'objectif, bien évidemment, est d'identifier le top 1, le top 3, le top 10 des universités, il y a différentes plateformes, notamment University Ranking, qui vous proposent donc le classement de toutes les universités à l'échelle mondiale. Donc, cela se fait par continent, cela peut se faire également en fonction des différents domaines d'études. Donc, en partant de là, vous pouvez avoir accès aux meilleures universités. Puis, ce classement-là, sur quoi se base généralement ce classement, bien que en fonction des différentes institutions qui font les classements, il y a quelques spécificités. Toutefois, des paramètres tels que le nombre d'étudiants diplômés de la faculté ou de l'université compte beaucoup. La qualité des publications réalisées par les chercheurs de l'université compte beaucoup. Le nombre de publications également compte beaucoup. Donc, pour la plupart du temps, ce sont ces paramètres-là qui sont pris en compte, qui sont mis en exergue afin de faire donc la classification, le ranking donc, des différentes universités. Alors, chers auditeurs, le bon choix d'une université dépend de l'objectif personnel de l'étudiant. Et comme astuce ou plateforme,
que nous propose notre expert du jour, c'est la plateforme University Ranking qui nous propose le classement des meilleures universités à l'échelle mondiale. Pour rappel, il sera lancé un sondage pour sélectionner ceux qui nous suivent de près ce soir. Et il y a également une très belle surprise pour tous nos auditeurs de ce soir à la fin. Donc restez connectés. Monsieur Yann, selon vous, quelles seraient les étapes essentielles de l'idée du projet d'études jusqu'à son arrivée sur le territoire d'études? Alors, merci Madame Dorcas pour la question. Elle est vraiment pertinente. Et d'entrée de jeu, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il faut avoir déjà une motivation claire. Et bien évidemment, quand je parle de motivation, c'est d'avoir la réponse à la question du pourquoi j'ai choisi de me lancer dans cette aventure. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que sans la motivation, la volonté n'est pas à son paroxysme. Alors, dans le processus, il faut déjà partir de l'identification des universités. En partant de vos propres critères de choix, vous identifiez les universités. Après cela, passez donc aux critères d'éligibilité, voir quels sont les critères d'éligibilité. Est-ce que je réponds à ces différents critères-là? Est-ce que mon dossier est susceptible d'être accepté? Puis, vous pourrez procéder par la suite au processus donc d'admission. Donc parfois, lorsque c'est un programme de bourse d'études qui intègre directement les candidats dans une université, vous n'avez plus besoin de lancer vous-même le processus d'admission. Parfois, il y a dans d'autres institutions, il y a d'autres organismes qui indiquent même comme critère le fait d'avoir déjà reçu une admission de la part d'une université, même ils précisent généralement la zone dans laquelle ils aimeraient avoir des étudiants. Alors c'est un peu ça pour ce qui est du processus d'admission puis les critères. Puis l'autre chose qui est également importante, c'est de s'assurer donc d'avoir les moyens financiers nécessaires pour pouvoir réaliser son projet à terme. Alors en parlant de moyens financiers, ça peut être vos propres moyens, ça peut être avec l'appui de la famille, ça peut être à partir d'une bourse d'études. Donc il est vraiment important lorsque vous êtes dans une optique de voyager à l'extérieur, de savoir comment est-ce que vous allez financer vos études, histoire de ne pas rencontrer des difficultés au long de votre parcours. Alors, votre question allait jusqu'à l'arrivée donc du candidat sur le territoire étranger. Et bien évidemment, il faut également lancer une procédure de visa. Il faut se conformer aux règles, aller à l'ambassade, demander un peu quelles sont les pièces à fournir pour la demande de visa. Et ça, c'est après avoir reçu votre admission ou après avoir reçu votre bourse d'études. Certaines pièces seront demandées avant l'arrivée. C'est important également de s'informer sur le climat et de se préparer en conséquence. Si c'est par exemple au Canada ici, c'est connu de tous que le Canada est un pays vraiment froid. Donc venir sans des manteaux d'hiver par exemple ne serait pas vraiment conseillé. Donc c'est un peu ça, il faut s'informer sur le climat, il faut s'informer sur les possibilités de logement, il faut s'informer et même arriver là-bas sur les conditions donc qui sont fixées par le gouvernement d'accueil afin d'être dans les règles. Quand je parle de règles, c'est beaucoup plus sur le plan légal. Donc, demander un peu, est-ce qu'il y a un permis d'études qu'il faut demander? Est-ce qu'il y a une carte de résident temporaire qu'il faut prendre? Donc, c'est un peu ça. Merci pour la question. Alors, comme étape essentielle, nous pouvons retenir qu'il faut identifier les universités que vous avez en vue et vérifier les critères d'admission lorsque vous avez l'offre de bourse. S'assurer également d'avoir les moyens financiers nécessaires pour mener à bien son projet d'études à l'étranger. Et il faut également s'informer sur le climat, les conditions de vie dans le pays que vous aurez choisi et également les règles qui sont en vigueur dans ce pays-là. Monsieur Yann, parlez-nous un peu du processus d'admission, c'est-à-dire comment monter un dossier convaincant. Alors, comment monter un dossier convaincant? Déjà, la liste des pièces à fournir est généralement indiquée par l'université d'accueil. Et ils peuvent vous parler donc de relevé de notes, ils peuvent vous parler de diplôme, d'attestation. Ils peuvent également parler de lettre de recommandation d'un employeur ou d'un
professeur, l'un de vos enseignants, en l'occurrence. Alors, pour monter un bon dossier d'admission, il est important d'entrée de jeu de fournir des documents qui sont vraiment clairs et lisibles. J'ai eu, pour la petite histoire, à aider quelques collègues qui, avant de téléverser leurs documents, me les avaient soumis, histoire de jeter un petit coup d'œil. Puis, vous voyez clairement que les documents ne sont pas clairs, alors que dans le fond, ce sont vraiment de très bons dossiers. Donc, c'est vraiment important que les documents qui sont soumis soient lisibles et clairs. L'autre chose, ce sont les lettres de motivation. Il peut arriver qu'on vous demande une lettre de motivation et il est vraiment capital que cette lettre de motivation-là soit convaincante. En parlant de lettre de motivation convaincante, c'est quoi? C'est beaucoup plus vous présenter vous-même, beaucoup plus parler de votre projet d'études. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'université là? Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier dans ce domaine? Puis l'un des points qui est vraiment important et qui, dans la plupart des cas, porte donc tient à cœur, je dirais, aux bailleurs de fonds, aux responsables des centres universitaires et autres, c'est de voir à quel point est-ce que l'étudiant étranger est motivé à retourner dans son pays afin de mettre en pratique les connaissances théoriques qu'il a reçues dans le pays étranger. Donc, c'est important d'intégrer dans votre lettre de motivation en quoi votre formation, la formation que vous recevrez, si vous êtes bien sûr accepté, vous permettra de contribuer au développement de votre pays d'origine. C'est très important que ces points-là soient également soulevés dans votre lettre de motivation. Puis, si possible, si demandez, obtenez auprès de vos enseignants des lettres de recommandation. L'enseignant lui-même, il peut rédiger la lettre, puis vous la donner, ou il peut vous demander de faire une proposition que lui-même il va lire, il va amender, signer, puis vous la retournez. Merci pour la question qui est d'ailleurs vraiment pertinente. Alors, pour monter un dossier convaincant, il est très important de fournir des documents qui soient clairs et lisibles et une lettre de motivation qui soit très convaincante et qui montre votre détermination à poursuivre vos études à l'étranger et surtout à mettre votre savoir-faire au développement de votre pays plus tard. Il faut également retenir qu'une lettre de recommandation de la part d'un professeur est très très importante. Parlons de la lettre de recommandation. Dites-nous, cher Monsieur Yann, comment trouver les professeurs pour les lettres de recommandation à chaque fois? Alors, dans votre question, il y a le à chaque fois qui revient. Puis, quand vous dites à chaque fois, c'est que vous serez amené à voir plusieurs fois votre enseignant, vos enseignants ou votre supérieur hiérarchique. Et c'est quelque chose qui peut devenir tannant, c'est-à-dire fatigant à la longue. Alors, moi, j'ai deux astuces à vous proposer. La première astuce revient donc à rédiger plusieurs lettres pour chacune des universités, des programmes ciblés. Donc, quand je parle de plusieurs lettres, c'est quoi? Vous avez un format unique, mais vous n'aurez qu'à modifier le nom du programme et également le nom des universités. Puis, vous verrez votre enseignant, vos enseignants une seule fois ou le supérieur hiérarchique une seule fois. S'il accepte, bien sûr, il n'aura qu'à signer l'ensemble des lettres. Puis, vous n'aurez plus à revenir encore les semaines ou les jours d'après. La seconde astuce est la suivante, c'est de rédiger une lettre unique. Et donc, dans cette lettre unique-là, vous n'aurez pas mentionné de façon claire le département ou la faculté ou encore moins le nom d'une université quelconque. Là, c'est qu'à la fin de la lettre, le professeur ou le supérieur hiérarchique indique tout simplement qu'il recommande votre candidature dans ce processus d'admission, en restant bien sûr général. Si c'est l'ingénierie, il pourra donc mentionner que c'est l'ingénierie et vous restez alors dans un champ, vous avez alors là un champ d'action beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Donc ce sont mes deux astuces afin de ne pas se retrouver dans la difficulté d'avoir de nouvelles lettres, de ne pas avoir de difficultés éventuellement. Chers auditeurs, le temps nous étant compté, je vous prie de me faire parvenir vos différentes questions en inbox. Je me chargerai de les poser à notre invité du jour. Alors, comme résumé de la réponse à comment trouver les professeurs pour les lettres de recommandation, il est important de rédiger des lettres, différentes lettres spécifiques
à chaque université que vous aurez identifiée et également rédiger une lettre unique et toutes ces lettres, bien sûr, doivent être signées par les supérieurs de votre université de formation. Merci. Alors, une autre préoccupation qui constitue un réel problème pour les porteurs de projets d'études à l'étranger, c'est comment, après avoir franchi l'étape de sélection, comment réussir son entretien. Parce qu'il y a des universités qui organisent des entretiens après avoir présélectionné les candidats. Comment réussir donc son entretien? En parlant de critères importants ou des points sur lesquels il faut s'appuyer afin de réussir son entretien, il est important de mettre en exergue donc la notion d'habillement. Pourquoi? Parce que dès que vous touchez le poignet de la porte de la salle de réunion dans laquelle l'entretien sera organisé, le premier message que vous véhiculez est à travers votre habillement. De ce fait, il est vraiment important de s'habiller de façon responsable, de s'habiller de façon vraiment simple. Pas besoin de mettre en 3 pièces, habillez-vous le plus simplement possible. Et déjà là, ça donne une bonne image déjà de vous. Soyez, ayez les cheveux peignés, soyez propre. Et là, déjà, vous véhiculez à vos examinateurs un bon message. L'important également, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer, il faut être confiant en soi, il faut avoir de l'assurance. Et en parlant de confiance et d'assurance, pas besoin d'aller jusqu'au point de le montrer. Non, vous savez intérieurement que vous-même, vous pouvez réussir. Vous vous dites, oui, je peux réussir, je peux faire cela. Si on m'a invité à l'entretien, c'est que j'ai une chance de pouvoir être sélectionné. Donc, dites-vous cela, mais le montrez pas à travers vos comportements, ne le montrez pas à partir donc de vos façons de répondre aux questions qui vous seront posées. Puis, en parlant de questions qui vous seront posées, répondez-y de façon succincte, allez droit au but, répondez de façon claire et nette, et puis dans la logique, ça devrait quand même bien se passer. Maintenant, lors de l'entretien, il est important de venir avec vos documents originaux. Même si on ne vous demande pas, dans la plupart des cas, ils le demandent, histoire de voir un peu, faire une comparaison entre ce qui a été soumis lors de la demande de bourse d'études ou lors de la demande d'admission avec les originaux que vous leur apportez. Et en parlant de documents, si vous avez un document qui vous pensez pouvoir donner de la valeur à votre dossier et que vous ne l'avez peut-être pas téléversé en temps ou il n'y avait pas une section dans laquelle vous avez eu la possibilité de pouvoir le téléverser, alors venez avec ce document. Donc là, pour la petite anecdote, moi je suis quelqu'un de base qui a été passionné très tôt donc par la recherche. Puis déjà à l'issue de ma licence professionnelle, j'avais déjà rédigé des articles scientifiques. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment commun et je le savais. Donc en parlant de documents qui peut faire le poids, vous avez par exemple les listes de publications ou vous avez les publications elles-mêmes. Donc je me suis rendu avec mes originaux et bien évidemment avec ce que j'ai eu à rédiger comme publication. À l'époque, je crois, j'en avais déjà rédigé 2 ou 3. Donc mes documents originaux étaient là, mes publications également, je les ai toutes imprimées, je les avais gardées sur moi. Donc une fois sur les lieux, lorsqu'on m'a demandé de remettre mes documents, j'ai remis mes documents originaux, les relevés, les diplômes, avec la liste également de mes publications, puis d'un autre côté, les publications elles-mêmes qui étaient entièrement imprimées. Puis laissez-moi vous dire qu'ils n'ont même plus pris le temps de voir quels sont les relevés, est-ce que les relevés sont conformes. Toute la discussion s'est plutôt articulée autour des différents concepts, s'est articulée autour des différents sujets de recherche sur lesquels j'ai eu à travailler. Alors, juste pour dire que si vous avez des documents, si vous avez pas venir avec des documents juste comme ça, mais un document ou des preuves qui vous-même, vous savez que ça pourra peser dans la balance. N'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. En vous présentant même, vous pouvez mentionner un certain nombre de choses, si bien évidemment vous avez des preuves. Donc, c'est un peu ça. Merci. Et oui, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à le reconnaître. Donc, pour réussir votre entretien, il est important de bien vous habiller. Et également, vous devez avoir de l'assurance intérieure, sans pour autant le montrer. Il faut également être concis et précis dans vos différentes réponses. Et ce qui est encore plus important, c'est de se munir des différents documents et plus précisément les originaux, ainsi que les publications que vous aurez eu à faire si vous êtes chercheur, bien sûr.
Monsieur Yann, après l'entretien, lorsqu'on reçoit un retour positif, que faut-il faire? Après avoir obtenu un retour positif, il est important de lancer immédiatement le processus d'obtention de visa, car dépendamment du pays, c'est un processus qui peut s'avérer long. Alors rendez-vous le plus tôt possible à l'ambassade du pays. Le pays peut avoir son ambassade dans euh, le pays de résidence, comme ça peut être dans un pays voisin. Et rendez-vous-y si c'est possible, demandez quelles sont les pièces à fournir, ou appeler, ou allez-y quand même de préférence si c'est possible là. Et puis prenez l'ensemble donc des pièces que vous devez fournir, informez-vous donc des différents délais pour pouvoir être dans le temps. C'est la première chose à faire. Une fois la demande de visa complétée, vous pouvez commencer par préparer petit à petit votre voyage parce que c'est une décision que vous avez prise et c'est un processus qui peut s'avérer coûteux dans certains cas. Donc si vous avez la possibilité de commencer par acheter quelques petites affaires, n'hésitez surtout pas. Et là, ça vous évite de ne pas être dans le rush après, de ne pas être sous pression après. Donc c'est vraiment important. Alors après un retour positif, il faut lancer le processus d'obtention du visa qui peut s'avérer très long et également commencer à préparer petitement son voyage. Parlant de préparer son voyage, dites-nous, Monsieur Yann, comment faut-il préparer son voyage vers sa nouvelle destination? Oui, ça également, c'est une question pertinente. Merci, Madame Dorcas, pour celle-ci. Alors, pour préparer le voyage, dès que vous avez déjà votre visa, et un peu comme je le décrivais tantôt, c'est important de commencer par faire ses valises. Donc, s'informer un peu sur le climat. Si éventuellement il y a certaines maladies dont vous souffrez, si éventuellement il y a certains maux dont vous souffrez, n'hésitez pas également de voir votre médecin référent pour qu'il puisse vous faire une ordonnance afin d'avoir donc ces médicaments-là en cas donc de maladie. Si bien sûr ce sont des maux qui sont courants, des maux dont vous souffrez régulièrement. C'est vraiment important de se munir également des médicaments dont nous avons généralement besoin. N'oublions également que la réservation du billet d'avion, c'est un paramètre qui est important à prendre en considération, à prendre en compte. Donc, essayez de voir un peu, vous pouvez voir déjà sur les différents sites web des agences de transport qui ont un siège au Bénin. Essayez de voir quelles sont les différentes possibilités que vous avez pour arriver du moins dans le pays d'accueil dans les délais. Faites une comparaison, ne vous levez pas tout juste pour aller acheter un billet, pour acheter un billet. Non, certaines agences sont beaucoup plus moins coûteuses que d'autres. Donc, c'est important de faire la triangulation. Allez-y, discutez avec les agents, donnez vos dates de préférence, donnez-leur un intervalle, dites-leur, bon, moi, je souhaiterais voyager entre le 15 septembre puis le 10 octobre, par exemple. Quels sont les billets que vous avez dans cet intervalle de temps à coût abordable? Faites le tour, prenez des notes, faites aussi vos recherches sur Internet, puis essayez de voir un peu quel serait ce billet-là que vous pourrez avoir à moins de coûts et qui ne vous fera pas également faire de longues attentes dans les aéroports. Parce qu'il y a certains billets où tu le prends, puis tu as à faire 15 heures, 20 heures d'escale dans un aéroport. C'est vraiment pénible. Donc, c'est important également de prendre ce paramètre-là en compte. N'oubliez pas également la question du logement. Garantissez votre logement. Si vous avez de la famille dans le pays d'accueil, c'est bien. Vous pouvez alors les informer de votre arrivée, puis vous réserveront une place. Si ce n'est pas le cas, puis vous avez des amis, essayez de voir dans quelle modalité co-louer avec eux ou dans quelle perspective ils peuvent vous aider à avoir votre appartement que vous ne commencerez pas à payer une fois arrivé. Donc c'est vraiment très 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 important. Puis l'autre chose également à prendre en considération, c'est qu'il est nécessaire de venir avec un peu d'argent au moins pour les premières dépenses. Pourquoi? Si vous venez en tant que boursier, vous voyagez en tant que boursier, la probabilité donc que vous commencez par percevoir votre bourse d'études dès le premier mois est vraiment faible. Pourquoi? Il y a certaines formalités qui se font. Vous devez vous conformer aux règles du pays. Vous devez obtenir un certain nombre de documents que vous allez soumettre. Puis ce n'est qu'après cela que peut se faire une ouverture donc de compte. Donc, c'est important de venir avec une certaine somme, dépendamment donc des réalités du pays lui-même. Puis, vous faites vos prévisions. Vous vous dites, bon, si je ne reçois pas ma bourse d'études
dans les 3-4 prochaines semaines, j'aurai éventuellement besoin de telle somme. Donc, gardez-la sur vous. Vous pouvez avoir une partie sur vous en cash et la seconde partie sur un compte avec bien sûr accès à une carte Visa ou une Mastercard car c'est international, vous pouvez l'utiliser un peu partout. Donc ce sont donc ces points-là qui sont importants de prendre en considération. Ce sont les différentes préparations que vous aurez donc à faire une fois que vous êtes prêt pour votre voyage. Alors, pour une bonne préparation de son voyage jusqu'à la destination, il est important de consulter son médecin en cas d'une maladie fréquente chez vous. Et il faut également réserver son billet d'avion à l'avance en tenant compte du coût, car il y a des agences qui vendent des billets moins coûteux et il faut également veiller à ce que ces billets-là ne vous fassent pas attendre trop longtemps le jour J. Et il est très important de garder une certaine somme sur soi afin d'éviter les cas de mauvaises surprises dans le pays. Il est également très important de contacter sa famille d'accueil quand vous avez une famille d'accueil qui vous attend là-bas et dans le cas contraire et si vous avez des amis qui résident dans ce pays-là, il est très important de les contacter afin de voir s'il est possible de cohabiter avec eux. Alors, Monsieur Yann, lorsque nous sommes déjà dans le pays, comment faire pour réussir facilement son intégration sociale et académique? Car il y a des étudiants boursiers lorsqu'ils arrivent dans un pays nouveau et la timidité et ainsi que le mal du pays font que on se met souvent à l'écart. Comment le faire pour réussir son intégration sociale et académique, bien sûr? Alors, pour ce qui est de l'intégration sur le plan social et académique, je vais commencer avec le plan social. C'est important d'identifier ou de savoir si il existe dans votre ville de résidence une association des Béninois qui y résident. Les Béninois sont un peu partout. Il est vraiment rare d'arriver quelque part puis de ne pas avoir donc cet écho ou de ne pas savoir ou d'entendre qu'il n'y a quasiment pas de Béninois. C'est vraiment rare. J'ai des amis un peu partout également. Donc, renseignez-vous, cherchez à savoir s'il y a une communauté des Béninois résidant soit dans votre ville ou dans votre province ou même dans le pays et essayez d'entrer en contact avec eux. Si ils sont proches de vous, intégrez le groupe, participez aux différentes activités qu'ils organisent, c'est vraiment important parce qu'au moins on a l'impression ou bien on se sent en famille, je dirais. Donc c'est vraiment bien parce que surtout lorsqu'on arrive comme ça et quand c'est un pays dont on ne maîtrise pas la langue, on se sent un peu dépaysé. Donc s'éloigner, se réserver, se mettre dans son coin ne fait qu'empirer les choses. Alors c'est important de se rapprocher donc de ses compatriotes qui sont déjà là afin d'intégrer le mouvement. Et il ne faut pas également hésiter, et c'est vraiment important d'avoir des amis autochtones. Si vous allez par exemple en Chine, mais faites-vous des amis chinois. Si vous allez en Espagne, faites-vous des amis espagnols. Et ça vous permet non seulement d'apprendre très rapidement la langue, ça vous permet de mieux comprendre leur culture, ça vous permet de savoir un peu comment est-ce qu'ils fonctionnent, savoir comment est-ce que les choses se passent, et que ce soit les amis autochtones ou les compatriotes béninois, ils vous permettront également de maîtriser rapidement la ville. Très rapidement, vous saurez où se trouve votre université, vous saurez où est-ce que vous pouvez acheter tel ou tel article, quelles sont les zones où les achats sont généralement chers, quelles sont les zones où les hôpitaux vous pouvez vous rendre, et puis vous serez reçu immédiatement, sans rendez-vous. Donc, c'est quelque chose de vraiment important sur le plan social. Alors, sur le plan académique, l'insertion donc ou l'intégration sur le plan académique vient donc en complément à celui sur le plan social. Donc, en vous intégrant socialement, vous avez cette facilité à avoir des renseignements auprès donc de vos confrères, ça peut être des confrères africains, ça peut être des confrères béninois, ça peut être également les autochtones. Vous avez donc cette facilité-là à avoir auprès de des informations. Donc c'est beaucoup plus facile quand vous êtes déjà proche de travailler ensemble, c'est beaucoup plus facile d'avoir des anciennes épreuves, c'est beaucoup plus facile de s'informer sur tel ou tel professeur. Donc c'est vraiment important de s'intégrer sur le plan académique et social d'abord, car cela facilite aussi l'intégration sur le plan académique. Pour réussir donc son intégration sociale et académique, il est important de s'informer sur les associations béninoises afin d'avoir des amis béninois
dans votre pays de destination. N'hésitez également pas à vous faire des amis autochtones afin de pouvoir s'informer sur les lieux d'achat et le comportement des différents professeurs. Dites-nous, Monsieur Yann, comment briser les barrières linguistiques et le nouveau système éducatif? Alors, cette question vient en complément à la question précédente et m'amène donc à ramener le concept d'intégration. En vous intégrant socialement et sur le plan académique également, vous avez beaucoup plus de facilité à briser les barrières, qu'elles soient linguistiques ou qu'elles aient un rapport avec vos études. Donc, c'est important de s'intégrer. Ne soyez pas réservés. Ne soyez pas réservés car ça ne fait qu'empirer les choses. Soyez ouverts. C'est vrai, au début, on peut être un peu timide, mais faudrait pas que cela dure, faudrait pas que cela prenne du temps parce que ça ne fera que vous faire du mal. Ça ne fera que vous retarder votre processus d'adaptation, votre processus d'apprentissage. Donc, c'est vraiment important. Moi, par exemple, j'ai fait la Turquie, un pays qui ne parle ni anglais ni français. Donc, tu descends dans un pays où tu ne sais même pas dire bonjour. Et même pour la petite histoire, tu te rends au réfectoire, t'es pas dans la capacité de dire bon, je veux manger telle chose, tu es obligé de toucher les choses du doigt, de faire tout avec des gestes et tout. Donc, c'est important de s'intégrer, de sociabiliser avec les autres et n'hésitez pas aussi à vous donner au maximum pour ce qui est du processus d'apprentissage de la langue. Généralement, que ce soit un pays anglophone ou tous les autres pays, même moi-même j'ai eu à le faire en Turquie, il y a une période qui est allouée pour l'apprentissage de la langue. Ça peut varier de 6 à 12 mois, dépendamment du pays. Donc, donnez-vous à fond. Moi, je me suis vraiment donné. Puis aujourd'hui, je parle couramment le turc et l'anglais également. Donc, c'est vraiment important de pouvoir suivre également. Il faut également faire l'effort de suivre des films, de suivre des journaux dans la langue étrangère. Il faut parler avec les gens, il faut discuter, il faut pas être réservé. Et le plus important, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun aux francophones, il ne faut pas avoir peur ou il ne faut pas être gêné de faire des erreurs en parlant. La langue, elle n'est pas la vôtre. La langue, vous l'apprenez. Donc, même quand vous faites des erreurs, mais l'autochtone, il vous comprend, il sait que vous êtes en processus d'apprentissage. Il se moquera pas de vous. Donc, c'est vraiment important. Contrairement aux anglophones, il parle, il est libre, il fait des erreurs, on lui dit, il se corrige et puis, bon, il continue quand même à s'améliorer. Donc, c'est important de ne pas avoir donc la crainte d'être mal vu ou d'être mal jugé parce que vous parlez mal ou parce que vous vous exprimez mal. Donc, il faut vraiment être ouvert et puis ça va faciliter donc l'apprentissage de la langue. La timidité ne doit pas durer et n'ayez pas peur de vous exprimer librement surtout. Dites-nous, Monsieur Yann, avez-vous une idée des opportunités de bourse d'études dans l'une des universités que vous fréquentez actuellement? Si oui, et veuillez les partager avec nous, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui est des opportunités, déjà concernant la Turquie, il y a Turquie et Bourse-Larrey. Je vous enverrai par la suite l'écriture complète de l'institution qui organise chaque année, qui lance des appels, je dirais, chaque année pour accueillir de nouveaux étudiants, accueillir des étudiants étrangers. Donc, généralement, si leur plan n'a pas changé, ils lancent généralement l'appel à candidature entre décembre et janvier. Et cela pour une durée d'1 mois. Donc, vous aurez 4 semaines pour fournir vos documents. Puis, si vous êtes présélectionné, il y aura sûrement un entretien qui est organisé autour de mai ou juin par là. Parfois, même ça va jusqu'en août. Et quelques semaines après, vous avez les résultats. Alors, concernant l'Université Laval, bon, je vais commencer déjà par les doctorants. Il y a la possibilité donc d'avoir des bourses d'exemption. Déjà, les doctorants ici bénéficient de toutes bourses d'exemption. Donc, ces bourses d'exemption, en réalité, ce ne sont pas, contrairement à la Turquie, bien évidemment, où vous avez des frais de scolarité qui sont payés, vous avez de l'argent de poche chaque mois, vous avez une assurance santé également qui couvre absolument tout, que ce soit l'acquisition de médicaments, que ce soit les soins médicaux également, ils sont généralement couverts. Contrairement à la bourse d'exemption de l'Université Laval, ici, c'est une partie au fait de la contribution
qui est payé, donc notamment les droits d'inscription supplémentaires à appliquer donc aux étudiants étrangers. Vous êtes donc exempté de cela lorsque vous faites un doctorat à l'Université Laval. Et en plus de ça, il y a également d'autres programmes ou bien d'autres bourses qu'ils appliquent. Ça peut être des bourses d'addition, ça peut être des bourses de financement de recherche. Donc à l'Université Laval, par exemple, c'est beaucoup plus ça, ou pendant même que vous êtes en train de faire votre cursus, vous avez la possibilité d'appliquer à différentes bourses, que ce soit de l'université, que ce soit du gouvernement ou de d'autres institutions qui financent des travaux de recherche. Vous avez également accès à cela. Comme opportunité de bourse disponible, nous avons la Turquie Bourse Lari qui sera bientôt lancée. Et à l'Université Laval, nous avons également la bourse d'exemption qui est lancée chaque année. Et aussi la bourse pour financer votre projet de recherche. Dites-nous, Monsieur Yann, lorsqu'un candidat est sélectionné pour une bourse et qu'un test de la langue anglaise s'impose et que le candidat n'a pas le niveau qu'il faut, comment faut-il procéder? Oui, effectivement, cette question est vraiment pertinente et c'est l'un des points qui décourage certains ou qui rendent leur processus d'admission ou leur processus d'application pour une bourse d'études un peu plus complexe. Alors, si le candidat a un certain background en anglais, moi je lui conseillerais de faire une formation rapide. Il fait une formation rapide, une formation intense afin de pouvoir passer son examen dans les délais attendus. Maintenant, si sa base en anglais n'est pas vraiment solide et que il pense que ça lui prendra beaucoup plus de temps, là, dans ce cas, je lui dirais donc de maintenir le fichier Excel qu'il avait préparé, de garder toujours en mémoire ou dans le même fichier là la date limite pour la soumission de dossier, puis de se préparer afin d'appliquer l'année suivante. Là, il aura eu suffisamment de temps pour pouvoir se donner une bonne base en anglais. Il aura eu le temps de passer les examens. Généralement, on peut parler du TOEFL, on peut parler également de l'ALTS. Donc, il aura également le temps de pouvoir bien préparer ces différents examens. Donc, ce sont les principaux conseils que je peux lui donner. Alors, il est important de faire une formation rapide en anglais ou alors, dans le cas contraire, se préparer pour l'année à venir. Alors, Monsieur Yann, dans vos différentes interventions, vous avez eu à parler des publications qui peuvent être très nécessaires ou des éléments de qualité pour décrocher une bourse. Dites-nous, quelles sont les différentes caractéristiques d'une publication de qualité et comment faire cette publication-là? Alors, oui, c'est une question pertinente, même si elle ne cadre pas directement avec l'objet de notre entretien d'aujourd'hui. Ça reste néanmoins pertinent en ce sens où le fait d'avoir une publication, d'avoir un article publié quelque part peut apporter un plus à votre projet d'études. Donc, en parlant de publication de qualité, avant même d'en parler, c'est qu'il faut essayer d'identifier déjà des revues ou des journaux qui sont vraiment sérieux, peut-être faire un petit tour dans les bases de données de Springer, de Elsevier, de Taylor & Francis, voir un peu quels sont les journaux de votre domaine qui sont sous ces grandes bases de données-là. Lis le scoop. Le scoop, c'est beaucoup plus quels sont les domaines couverts par le journal. Puis, si vous voyez que ce que vous rédigez comme travail entre en adéquation avec le scoop du journal, vous pouvez envoyer votre document tout en vous conformant bien évidemment aux règles fixées par la revue. Assurez-vous, généralement ils acceptent, ils reçoivent, je dirais, des documents rédigés en anglais. Assurez-vous que l'anglais utilisé, il est bien. Assurez-vous donc que le style de rédaction est correct, conforme aux exigences du journal. Assurez-vous du scoop également. Ce sont des paramètres vraiment importants. Puis,
bien évidemment, tous les journaux qui se situent, c'est pas seulement, je dirais, les journaux qui sont sous Springer, Elsevier, Francis et Taylor et autres qui font partie qui sont les meilleurs. C'est vrai, ils font partie des meilleurs pour la plupart, mais il y a également d'autres grandes bases qui sont également de très grands journaux, comme Wiley, par exemple. Donc, pour plus de détails, je pourrais peut-être vous donner le nom de ces différentes bases de données-là. Vous ferez des recherches sur ces différentes bases de données. Il faut également voir l'index. Est-ce que le journal est intégré dans une index SCI? Est-ce que c'est Scopus? Est-ce que c'est Web of Science? Vous pouvez voir tout ça. Puis si quand même le journal a ces différentes astuces-là, eux-mêmes, si la qualité de base, elle est bonne, et ils vous diront, OK, nous allons réviser vos documents, vous recevrez des corrections, mais s'ils voient que non, le document est de qualité vraiment médiocre ou ne peut pas être accepté, alors ils rejetteront directement le document. Donc le journal lui-même amène l'auteur à produire un document de qualité. Donc c'est un peu ça pour ce qui est de la réponse à la question. Merci. Alors, pour rédiger une bonne publication de qualité, il est important d'identifier des revues et les grandes bases de données et lire les scoops, s'assurer également du bon usage de la langue de rédaction. Nous tendons vers la fin de notre émission de ce soir et Monsieur Yann, quels conseils donnerez-vous à tous ceux qui nous suivent ce soir et qu'ils soient porteurs de projets d'études à l'étranger ou pas? Alors, merci Madame Locas pour la question. Tout ce que moi je peux dire pour ceux qui ont des projets d'études, je leur dirais de ne pas abandonner. Je leur dirais de ne pas se décourager parce que c'est possible que après une ou deux tentatives qu'il y ait un retour négatif alors qu'on se dit que même mon dossier il est pourtant bon. Il y a plusieurs autres paramètres que les évaluateurs prennent en compte pour pouvoir faire leur évaluation. Donc si effectivement le projet d'étudier à l'étranger vous tient à cœur, il ne faudrait pas qu'un ou deux refus vous découragent. Il faudrait persévérer, il faudrait continuer. La raison pour laquelle généralement j'exhorte à faire des applications pour différents processus d'obtention de bourse d'études. Ne faites pas juste un seul et ne vous contentez pas seulement de celui-là. Si vous avez la possibilité d'en faire 10, faites les 10. Si vous avez la possibilité d'en faire 100, faites les 100. Faites les copies, multipliez les copies, soumettez-les, que ce soit en ligne, si ce sont des dépôts physiques, faites-les également. Puis à la fin, en fonction donc des différentes opportunités qui s'offrent à vous, vous aurez donc la possibilité de faire un choix. Donc, il ne faudrait pas se décourager. Je vous dirais également de vraiment, pour ceux qui sont encore en cycle de formation, je vous dirais de vous donner à fond dans vos études, car les performances scolaires sont vraiment déterminantes dans le processus d'admission, dans le processus d'obtention de bourse d'études également. Donc, il faudrait vraiment se donner. Pour ceux qui sont à la fin ou qui ont déjà terminé, qui pensent n'avoir pas fourni plus d'efforts, alors lorsqu'ils voudront s'inscrire pour le cycle prochain, il faudrait alors qu'ils donnent le maximum d'eux-mêmes également, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et même s'ils jugent que leurs résultats ne sont pas vraiment exceptionnels, moi, je les exhorte quand même à postuler au programme de bourse d'études, au programme d'admission. Pourquoi? Parce que parfois, il arrive que le bailleur de fonds ou celui qui veut subventionner vos études n'ait pas un nombre de candidatures vraiment élevé pour le programme pour lequel vous avez postulé. Alors, bien qu'il ait indiqué dans l'appel à candidature qu'il voudrait avoir des candidats qui ont une moyenne supérieure ou égale à 14 ou égale à 15, s'il n'en reçoit pas, et majoritairement, si ce sont des gens qui ont entre 12 et 13 de moyenne, alors il n'a pas d'autre choix que de faire une sélection parmi ceux-là. Donc, même si vous n'avez pas une moyenne élevée, ne vous dites pas, ah non, il a demandé 14, moi j'ai 13,50, je préfère ne pas m'engager dans cela pour ne pas avoir à me décourager. Non, je vous exhorte également à le faire. Maintenant, concernant ceux qui n'ont pas des projets d'études, on n'est pas vraiment obligé d'aller à l'étranger ou d'étudier à l'étranger afin de réussir son parcours sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Pas vraiment. Donc chacun a ses objectifs, chacun sait ce pourquoi il est en train de se battre, chacun sait ce qu'il veut atteindre comme but dans sa vie. Donc nous sommes tous libres de pouvoir décider de prendre donc la route d'étudier à l'étranger ou de rester chez nous, d'étudier, puis de s'installer professionnellement. Donc c'est un peu ça pour ce qui est des conseils.
Merci beaucoup à vous pour la tenue d'entretien. Je remercie également l'ensemble des auditeurs qui nous ont écoutés ce soir. Alors, comme le dit Franklin Delano Roosevelt, la seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Il ne faudrait donc pas que les différents obstacles qui figurent sur votre chemin vous arrêtent dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, n'hésitez pas à postuler, qu'importe votre moyenne académique, qu'importe les critères d'admission aux différentes offres. Postuler, et puis on n'est pas vraiment obligé d'aller à l'étranger pour réussir son parcours académique. Le sujet étant très épatant, nous avons pris plus de temps qu'il n'en faut. Je tiens sincèrement à vous remercier, Monsieur Yann, pour votre patience et votre dévouement à notre émission. Merci infiniment à vous pour vos différents conseils également. Merci, chers auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, il y a la petite surprise de fin pour vous. C'était donc l'émission du podcast à l'employabilité organisée par le programme de bourse Mastercard Foundation à l'université d'Abomey-Calavi sur le thème « Comment réussir son projet d'études à l'étranger ». Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Portez-vous bien et à très bientôt pour un sujet aussi épatant.